Bonsoir, nous voici réunis pour une nouvelle voix au chapitre. Ce soir, comme vous le savez, notre invité est Jean Piat, un grand monsieur, et je vais essayer en quelques secondes de vous résumer une carrière déjà bien remplie, puisque dans cette carrière, il y a du cinéma, il y a de la télévision, il y a de l'écriture, et il y a surtout le théâtre. On va terminer par le théâtre, si j'ose dire, puisque ça va faire l'objet de cette soirée. Vous serez interviewé, comme d'habitude, par Stéphane Courgeon. Mais vous, public, vous aurez la possibilité aussi, comme d'habitude, de poser des questions. Le débat devant durer en tout 1h15. Donc, pardon pour cette longue parenthèse. Le cinéma, comme vous le savez, je ne vais pas citer tous les rôles qu'a joué Jean Piat, mais notamment Napoléon, le canard boiteux, le diable boiteux, excusez-moi. Ça ne fait rien. J'aurais bien aimé d'ailleurs jouer le canard boiteux, ça aurait été un film comique sûrement. Ça. Bon. Je reprends mes lunettes. Mais la liste est courte au cinéma. Le passager de la pluie, la Voie lactée et La Rivale. Je n'ai pas cité tous les auteurs que vous connaissez bien sûr. À la télévision, des grands succès. Lagardère, Les Rois maudits, Les jeunes filles, L'affaire Saint-Roman. Jean Piat est également écrivain ou auteur, je ne sais pas ce qu'il faut dire. 6 ouvrages déjà écrits, dont vous pourrez d'ailleurs vous procurer les 2 derniers, Le Dîner de Londres et La jeune fille de l'avant-scène, paru aux éditions Flammarion. Nous saluons au passage Simone Béramian. Et le théâtre. Le théâtre, 53 ans de théâtre, c'est vous qui l'avez annoncé tout à l'heure. J'ai commencé à 4 ans, mais enfin ça ne fait rien. Oui. C'est très simple, 25 ans de comédie française et 25 ans de théâtre privé. Je vais citer rien qu'à la comédie française, je crois que vous avez joué 100 rôles différents. Oui, sûrement. C'est ce que j'ai lu. Le Barbier de Séville, Les Fourberies de Scapin, L'Avare, Les Fausses Confidences. Rôle de Don César dans Ruy Blas, Cyrano de Bergerac, Le Barbier de Séville. Vous avez quitté la comédie française au bout de 25 ans, je l'ai dit, depuis 73 ou 60. Oui, vous êtes dans ce qu'on appelle le théâtre privé. Vous avez commencé avec Françoise Dorin, Le Tournant. Et d'ailleurs, avec Françoise Dorin, vous avez également tourné d'autres pièces. Je vais citer dans tous les autres rôles, Le Tournant, 900 représentations au passage. Je cite également Préféré, Domino, Le Dindon, de Feydeau, Chaptertou, L'Homme de la Mancha avec Jean-Luc Tardieu de la Maison de la Culture de Loire-Atlantique, L'Âge en question. En 90, vous êtes seul au Théâtre Marigny. J'ai oublié de dire quand même que L'Homme de la Mancha, c'est un rôle musical, donc vous chantez également. Oui, oui. Il faut prendre des risques de temps en temps. On verra si ce soir on peut vous faire un tour de chant. Mais je vous chanterai très volontiers ce que vous voulez après le banquet, quoi. Françoise Dorin, à nouveau en 92, où vous interprétez le rôle de Georges dans Et s'il n'en restait qu'un. Et enfin, actuellement, tous les soirs, sauf le lundi, tant mieux pour nous, vous jouez au Théâtre Fontaine une pièce qui s'appelle L'Affrontement, que vous avez adaptée. Oui. Vous jouez le rôle d'un curé et vous êtes avec un séminariste. Face à un séminariste, voilà. oui. C'est peut-être pour ça que Stéphane Courgeon s'est habillé de gris et de noir ce soir. Je crois que c'est le pur hasard. Merci, monseigneur. Voilà. Bien, alors je propose que dans la première partie, vous dialoguiez. Je vous suis. Après cette présentation de votre carrière, on peut peut-être vous demander si vous vous souvenez de votre premier rôle. Ah oui, très bien, oui. Ah oui, très bien. Parce que j'ai dit en blaguant tout à l'heure que j'avais commencé à 4 ans, mais c'est relativement vrai. Car j'ai commencé à 4 ans par une distribution de prix. Je suis né dans le Nord et à cette époque-là, il y avait une tradition, c'était une distribution des prix. On faisait un spectacle. Et mon premier rôle, je ne sais plus comment s'appelait le personnage, mais je me rappelle très bien mon texte. Je devais dire « comme les rats ». Et j'étais tellement fasciné par la représentation que j'ai oublié mon texte. Ça a été mon premier trou de mémoire. Et j'avais donc 4 ans. Et ensuite, je suis rentré au Théâtre Français, très exactement en 47, donc 19 ans plus tard. Et j'avais aussi un rôle en 3 mots. C'était dans Ruy Blas. Je devais dire « prix, quel bonheur ». Je joue un alguazil dans Ruy Blas, même pas le premier, le second.
Et ça m'a permis tout de même d'apprendre la fin du 4e acte de Ruy Blas, et je vous dirai après pourquoi ça m'a été extrêmement utile. Donc j'étais réservé dans les premières années de ma vie, de mon existence professionnelle, à des rôles en 3 mots. Depuis, je me suis rattrapé, heureusement. 25 ans à la Comédie Française, une centaine de rôles. Qu'est-ce que vous retenez de cette période à la Comédie Française? Qu'est-ce que vous y avez appris? Qu'est-ce qu'on y apprend finalement? Ah bah oui, on y apprend. Vous savez, je crois que pour moi, l'équation normale d'un acteur, c'est d'abord les dons, ensuite le travail, et comme facteur essentiel, malgré tout, un destin, une chance. Donc, don plus travail plus chance égale acteur, égale carrière, plus exactement possible. Donc, les dons, bon, il se trouve que je les avais sans doute. Et quant au travail, c'est ce que la Comédie Française m'a permis de faire, c'est de travailler sans le savoir, de travailler sans m'en rendre compte. Car, si vous voulez, le fait d'être obligé, à cause des textes classiques, de leur donner leur dimension, leur valeur véritable, à la fois musicale. Un acteur au théâtre français est à la fois un défenseur d'un répertoire, mais aussi un défenseur d'un langage. Par conséquent, défendre un langage, c'est essayer de l'articuler le mieux possible, de lui rendre sa valeur musicale, et donc on travaille sans s'en apercevoir, parce qu'on travaille sur des rôles importants, et même sur des rôles très, très courts, parce que des rôles très courts vous obligent d'abord à écouter les autres, et ensuite, vous détracte en quelque sorte, on s'habitue un petit peu au terrain, si vous voulez. C'est comme un joueur de football, et il n'entre pas tout de suite au maximum de ses possibilités. Il faut qu'il s'habitue un peu à travailler avec ses équipiers. Ben, c'est un peu la même chose. La Comédie Française était et toujours une sorte de club relativement fermé, et où on travaille au sein même d'une compagnie, donc on est tributaires les uns des autres, on dépend à la fois de l'un et des autres. Et c'est un travail utile, c'est un travail de brassage. J'ai toujours comparé la Comédie Française à une espèce de machine à laver, le linge. Le rotor tourne, et vous avez des rôles comme ça que vous attrapez au passage, et vous êtes obligé de vous confronter, d'affronter ces rôles, et par conséquent de vous assouplir avec les rôles, grands ou petits. Le conservatoire ou la Comédie Française ou les cours privés, c'est indispensable pour débuter? Pour débuter, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour débuter. Il y a 53 ans que je débute, et par conséquent, je ne sais pas encore ce qu'il faut faire. Mais ce qui est certain, c'est que le conservatoire ou un cours privé peut vous donner une direction et une exigence, à la fois intellectuelle, spirituelle, éventuellement, et en tout cas culturelle. Mais vous dire que vous apprenez votre métier par les cours ou par le conservatoire, non. Vous apprenez sans doute une certaine formation, une certaine exigence. Mais quand on vous dit quel conseil vous donneriez à un jeune, vous lui dites vérifiez que vous êtes doué. Donc il faut obligatoirement passer par un cours pour le vérifier. Exactement, mais c'est vite fait, vous savez. L'illusion, c'est de croire qu'il faut travailler pendant des semaines et des semaines pour vérifier les dons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un entre dans un bistrot ou dans un lieu public quelconque, vous vous retournez sur lui ou sur elle. Pourquoi? Parce que il y a un physique, il y a un pittoresque, il y a une beauté quelquefois, ou même pas, il n'est pas nécessaire que ce soit la beauté, il se passe quelque chose, il y a dans l'œil de ce monsieur ou de cette dame ou de cette jeune fille ou de ce jeune garçon quelque chose. Vous vous retournez vers lui, c'est un premier don. Marivaux dit à propos de l'amour, la beauté frappe d'abord. La beauté frappe d'abord, mais la beauté, c'est pas simplement d'être beau, d'avoir 1m80 et des yeux bleus, des yeux verts, etc. C'est d'avoir un physique qui attire l'attention, qui est bon. Donc ça attire. Le reste, dit-il, le reste émeut et nous attire. Donc le reste, c'est le travail qui vous l'apporte. Mais le premier don, c'est un don physique. Le deuxième don, c'est sans doute d'avoir la voix nécessaire, l'harmonie nécessaire, et ensuite peut-être aussi d'avoir la sensibilité nécessaire pour, à travers une lecture comme ça, faite à froid, restituer des sentiments à chaud. Pourquoi est-ce qu'on joue ça comme ça? Pourquoi est-ce qu'on s'assoit? Pourquoi est-ce qu'on se lève? Pourquoi est-ce qu'on se couche? Je ne sais pas. Il y a un instinct, si vous voulez, qui vous oblige et qui vous permet de transformer les pages froides d'une brochure en sentiments chauds exprimés sur une scène ou devant une caméra. Tous les bons acteurs ont un don, selon vous? Est-ce que vous en croisez qui n'ont pas le don? Il n'y a pas de carrière ou d'acteur sans don. Ça n'existe pas. Vous pouvez travailler pendant des mois et des mois. Si quelqu'un me dit, bon, écoutez, moi j'ai envie de faire du théâtre, peu importe les dons, je préfère ça à n'importe quoi. Bon, c'est une passion, et par conséquent, il faut la satisfaire. Vous dire qu'il arrivera aux hautes destinées, non. Et le travail est un élément moteur pour enrichir les dons. Mais s'il n'y a pas de don, vous n'enrichissez rien du tout. Donc les mauvais acteurs n'ont pas de don au départ? S'ils sont mauvais, c'est qu'ils n'étaient pas très doués au départ, c'est certain. Mais ils sont peut-être très heureux, même étant mauvais, parce que finalement, c'est un univers difficile, mais c'est un univers où le chômage ne nous atteint pas, il est toujours à 80%. Donc, si vous voulez, voilà, c'est moins grave que dans d'autres unités de travail. Mais
si vous voulez ne pas être humilié, il y a des gens intelligents qui sont de mauvais acteurs. Et il y a des gens complètement idiots qui sont de remarquables acteurs. Alors si vous êtes quelqu'un d'intelligent sans don, vous allez souffrir beaucoup. Voilà, c'est tout. Vous en croisez beaucoup de jeunes acteurs qui ont le don, vraiment? Écoutez, actuellement, je trouve qu'il y a quand même, dans les gens à la fois connus ou pas connus, parce que, vous savez, notre métier est un métier extrêmement curieux. Il y a une hiérarchie considérable. Parce que, entre le débutant, qui est doué et qui va être rapidement connu, mais pas du grand public, il sera connu de la profession. Il sera connu, d'abord, il va être connu, disons, pour schématiser, il va être connu dans son immeuble. Puis ensuite, il va être connu dans sa rue, puis ensuite dans son quartier, puis ensuite dans sa ville, puis ensuite dans sa région, puis ensuite dans son pays, puis ensuite il va devenir international, mais international simplement dans l'Europe, c'est-à-dire international de langue française. Puis s'il parle l'anglais, s'il est capable, il sera peut-être international un peu plus universel. C'est sans arrêt. Entre quelqu'un... Il y a des gens, prenons des cas concrets, les acteurs du théâtre français, ce ne sont pas des gens connus. Mais ce sont de remarquables acteurs, la plupart d'entre eux, en tout cas, 95% d'eux sont d'excellents acteurs, et ils ne sont pas connus du grand public, mais ils sont connus de la profession. Donc, sont-ils heureux? Oui, bien sûr, puisqu'ils sont reconnus par la profession, c'est déjà quelque chose. Tout le monde n'est pas maître Vergès, si vous voulez, mais il y a beaucoup d'avocats. Est-ce qu'il y a des grands acteurs? Il y a vous, il y a Jean-Pierre, il y a Georges Wilson, on ne va pas en citer, mais... Est-ce qu'il y a vraiment une relève derrière? Vous en voyez des jeunes qui vont faire des carrières comme la vôtre? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que certains acteurs ou jeunes acteurs manquent un peu de culture théâtrale aujourd'hui? Je ne crois pas, non. Non, je ne crois pas qu'ils manquent de culture théâtrale. Il manque peut-être, si vous voulez, c'est pas qu'ils manquent. C'est-à-dire qu'actuellement, l'ambition de beaucoup de jeunes acteurs, ça n'est plus toujours le théâtre. Pourquoi? Parce que la télévision est entrée dans leur vie. Et par conséquent, la télévision est un diable qui est entré dans la vie de chacun de nous. C'est le diable, c'est pas un diable, c'est le diable. Avec tout ce que ça comporte d'ailleurs de charme et d'intérêt, mais aussi de danger. Alors, il est certain qu'on a envie souvent de dire à des acteurs, pensez bien que le théâtre, ça va vous permettre de durer beaucoup plus longtemps. La télévision, elle va vous griller en quelques séries. Vous avez fait, telle série qui a marché très bien cet été, et bien c'est terminé pour vous, ou presque. Vous en ferez peut-être encore une seconde, mais dans 10 ans. Delon, Belmondo, leurs derniers films ont très peu marché, ils viennent au théâtre. C'est pour revivre un peu auprès du public? Vous savez, Delon et Belmondo, c'est un petit peu difficile, parce que là, vous adressez aux deux grands ténors, si vous voulez, de notre profession. Donc, quelles que soient leurs envies ou leurs ébats, ils s'inscriront toujours dans quelque chose. Mais il est certain que Delon peut peut-être voir sa carrière repartir à cause du succès qu'il a remporté dans les variations énigmatiques au Théâtre Marigny. De même que Jean-Paul a peut-être aussi retrouvé une espèce d'élan par le fait qu'il ait pris des risques en jouant Keane et en jouant ensuite Cyrano. C'est pas tout cuit, il faut les assumer. Et par conséquent, il a sans doute assumé une relance. Mais il y a eu d'autres avant lui. Moi, je me rappelle très bien, Jean Marais est entré au Théâtre Français quand j'y étais encore. Et Jean Marais était à ce moment-là dans une espèce de... On a tous, il faut partir du principe que tous les acteurs ou actrices, subissent un instant de no man's land. Il y a entre l'instant où on n'est pas encore tout à fait ça et un instant où on n'est plus encore tout à fait ça, il y a un passage qui est difficile à passer. C'est un peu comme pour le ténor, il y a un passage du là au si qui est assez difficile à boum, boum, mais là, pour passer au-dessus, c'est difficile. Bon. Et les acteurs, actrices ou acteurs, c'est pas une question d'âge, une question d'emploi. Vous êtes un jeune premier, un jeune premier à 50 ans, ça commence un petit peu à se gâter. Vous êtes une jeune première, c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire que vous soyez perdu. Vous allez retrouver d'autres emplois, mais il y a un passage à établir. Eh bien, Marais est entré au Théâtre Français à ce moment-là, quand il avait fini Les Cap et d'Épée, si je puis dire, les films comme ça, où il s'illustrait dans ce genre de répertoire. Il est entré au Théâtre Français, il a monté et joué Britannicus en jouant Néron. C'était admirable pendant un acte. Et ensuite, il manquait justement de cette culture requise de la diction, surtout à cette époque-là où on travaillait encore sur la diction, etc. Puis ensuite, il a joué Xiphares et mis en scène par un sociétaire du Théâtre Français, donc plus classique, si vous voulez. Il s'est débrouillé très bien et 2 ans plus tard, il est reparti. Et il est reparti aussi au cinéma. Et il a fait la carrière, il a fait le second souffle que nous connaissons maintenant. No Man's Land, vous l'avez connu, vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Qui sait si je ne le connais pas encore un peu, si vous voulez. Et moi, j'ai la chance de prolonger des choses, parce qu'on me dit que vous ne faites pas votre âge. Oui, d'accord, mais moi, je sais que je l'ai. Donc, je ne peux plus jouer Cyrano maintenant, si vous voulez. Je l'ai joué entre 1964 et 1972. On la vit mal, cette période de No Man's Land? Non, si on fait autre chose, c'est pas grave. Quelquefois, on la vit mal parce que le téléphone ne sonne plus. Ça, c'est dur, c'est cruel.
Mais enfin, moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître, si vous voulez, ce vide-là. Mais bon, oui, il y a des choses que je ne peux plus jouer. Et je les regrette parce que je me sens encore capable intérieurement de les jouer. Comment vous choisissez vos pièces? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est l'auteur, c'est l'idée, c'est le metteur en scène? C'est le rôle. C'est le rôle. Moi, personnellement, c'est le rôle. Je ne me suis jamais fié à un metteur en scène parce qu'un metteur en scène, il peut prendre une gamelle comme nous tous. Mais si le rôle est beau dans une pièce qui me touche, je pense que si moi je l'aime, je me dis qu'il y en a peut-être d'autres qui l'aimeront aussi. Alors voilà, c'est aussi simpliste que ça, si vous voulez. On a l'impression dans les dernières pièces que vous avez jouées que vous recherchez plutôt des choses qui ont été peu ou jamais interprétées plutôt que des grandes pièces qui ont bien marché, qui ont fait leur preuve. Je pense, si vous voulez, qu'ayant été pendant 25 ans au Théâtre Français, où là, je marchais dans les traces des autres, car vous savez, au Théâtre Français, le jeune acteur que j'ai été, vous entendiez couramment « Ah, si vous aviez vu un tel dans ce rôle-là », et vous étiez en train de vous aligner 15 jours plus tard. Bon, alors c'était un petit peu cruel et un petit peu dur. On avait envie de dire « Écoutez, ou vous faites les distributions au Père-Lachaise, ou c'est moi qui le joue, il n'y a pas à tortiller. On ne peut pas uniquement faire une distribution au cimetière, c'est tout. » Bon. Et donc, ayant mis beaucoup mes pieds, si je puis dire, dans les pas des autres, j'ai eu envie, en sortant du Théâtre Français, de créer uniquement. Et je n'ai fait que créer. Je n'ai jamais repris quoi que ce soit. J'ai même pas repris une des pièces que j'aurais pu reprendre, soit le tournant, je sais pas. Bon, et comme j'ai pas eu la chance de créer Guitry, sinon à la télévision, j'avais créé une pièce de Guitry, je me suis dit, tiens, un jour, pourquoi pas essayer de parler de Guitry autrement qu'avec son théâtre, mais en parlant de lui. Et donc, je me suis amusé à travers les 8 ou 10 bouquins qu'il a écrits, à faire une espèce d'écrémage et de créer un personnage qui était à la fois un peu lui, un peu moi, et où on parlait théâtre. Ouais. C'était quand vous étiez seul sur scène de Sacha Guitry. C'est ça, c'était au Théâtre Marigny, au Petit Marigny. Vous trouvez des grands rôles encore aujourd'hui? Il y a des grands auteurs, véritablement? Oui, je crois, il y a des grands auteurs, oui. C'est un des problèmes actuels, si vous voulez, c'est que je pense que les centres dramatiques, les maisons de la culture, les théâtres nationaux devraient avoir comme mission une recherche plus approfondie des jeunes auteurs français. Il y a trop de metteurs en scène dans les lieux que je vous décris, maisons de la culture, centres dramatiques, théâtres nationaux. Il y a trop de metteurs en scène qui montrent pour la énième fois un classique français ou un classique étranger. Bon, on ne peut pas leur en vouloir, bien entendu, c'est un noble travail, mais il devrait y avoir conjointement à ça, parallèlement à ça, une recherche des auteurs français, car il en existe quand même davantage. Et les acteurs ne peuvent pas grand-chose pour un auteur. Moi, je reçois des pièces. Je suis au Théâtre Fontaine actuellement, je suis au moins au 15e manuscrit. Et je leur réponds, je ne suis pas directeur de théâtre, je suis un acteur. À partir du moment où, dans la pièce que vous me proposez, il n'y a pas de rôle pour moi, bon, donnez-moi des conseils, me disent-ils. Qu'est-ce que vous voulez que je leur raconte? Modifier telle scène, tel passage, raccourcissez ça, pensez davantage à ce que les personnages réagissent par eux-mêmes et par leur propre volonté plutôt que par votre volonté à vous. Bon, on peut dire toutes ces choses-là, mais malgré tout, je ne les aiderai pas à être montés. Or, qu'est-ce qui plaît à un auteur? C'est de voir sa pièce montée sur un théâtre. Et la mise en scène, pourquoi ne pas mettre en scène leur pièce? Parce qu'on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Vous savez, moi, je joue actuellement au théâtre et c'est une occupation, je dois dire, suffisamment importante. Non, je crois qu'on ne peut pas tout faire. Il faut, je crois, enfin, si on veut durer, il faut limiter un peu ses exploits. Et par conséquent, être disponible. Jouer la comédie tous les soirs, c'est être disponible. Les gens sont venus pour la première fois, même si vous jouez la pièce pour la 305e fois, eux, c'est la première fois qu'ils la voient. Donc il faut être prêt à ce petit combat qui est une représentation du soir. Est-ce qu'il y aurait plus aujourd'hui de grands auteurs? Est-ce que le travail n'est pas retrouvé dans les collèges ou les lycées? On ne doit pas réapprendre les grands textes? Il est certain que tout commence par l'école et par les collèges et lycées par conséquent, et que si le mot théâtre avait une identité plus précise dans les collèges, dans les lycées et dans les écoles, il est certain que ça inciterait peut-être des gosses, par l'exemple, à essayer d'écrire une pièce de théâtre. Car il fut un temps où... jusqu'à la rue d'Ulm, on écrivait des pièces de théâtre sans arrêt. Elles étaient bonnes ou elles n'étaient pas bonnes, peu importe. Mais il y avait un foisonnement, et dans ce foisonnement, on pouvait puiser ou espérer puiser quelque chose. De nos jours, quel est l'instrument le plus essentiel à l'intérêt des gens et de la jeunesse? C'est la télévision. Bon, est-ce que la télévision, de temps en temps, sème cette petite graine qui pourrait être semée dans le crâne des jeunes gens ou des jeunes filles? Non. Elle ne le fait pas, ou elle ne le fait pas assez, ou elle ne le fait pas du tout. Pourquoi? Parce que je crois que la télévision est consacrée uniquement à un échange commercial et non pas à un échange culturel. Il serait normal, il serait important, ce serait une pétition que je signerais volontiers,
il serait important que les gens de théâtre exigent de la télévision nationale, puisqu'il y a une télévision française nationale, il serait important qu'ils puissent exiger que cette télévision ait dans son cahier des charges l'obligation de représenter en tout cas 5 ou 6 fois par an quelques classiques français, quelques grandes pièces de théâtre qui donneraient au théâtre une identité précise pour des jeunes gens, des jeunes filles capables de recevoir cette émission-là. Soit classique, soit pas classique, soit paraclassique, même des pièces étrangères, peu importe. Mais que le mot théâtre ait une identité. Le mot théâtre n'a pas d'identité à l'heure actuelle. Il faut faire des pieds et des mains pour promouvoir à la télévision pendant 1 minute, un quart, quand on a la chance d'avoir un attaché de presse dynamique et qui connaît suffisamment de copains à la télévision pour pouvoir avoir 1 minute, un quart au journal télévisé de 13h, de 20h ou de 22h30. Ce n'est pas normal. On ne devrait pas être des mendiants de la culture. On devrait être obligatoirement, être sélectionné par une chaîne, en tout cas celle qui est nationale, par une chaîne de télévision pour promouvoir le théâtre. Je vous dis, je ne suis pas exigeant, je demande 6 fois par an. Oui, mais ça permettrait, surtout qu'on pourrait le passer à 10h du matin, à 11h du matin, à 3h de l'après-midi, à 6h du soir, peu importe. On pourrait varier la programmation de ça, de façon à rendre la chose non pas rentable, mais presque, car tout est une question de volonté. Seulement la volonté semble être absente. Et c'est dommage parce que je crois que le théâtre ayant une identité, d'abord on créerait des spectateurs. C'est pas inutile. Le théâtre ne manque pas tellement d'auteurs, il manque sûrement de spectateurs quelquefois, ça c'est certain. Il ne manque pas d'animateurs, il manque de spectateurs. Donc pour créer des spectateurs, pour créer l'envie du théâtre, il faut donner aux gens, par le moyen qui est à l'heure actuelle le leur, qui est le moyen le plus efficace, par la télévision, il faut donner aux gens le moyen de trouver ce relais. Il ne manque pas tant de spectateurs que ça. Vous savez, 18 mois que vous jouez l'affrontement, c'est qu'il y a quand même... Ah oui, mais vous savez, il y a 3 pièces par an qui font ce genre de score, hein, pas davantage. Si vous pensez que Paris est une agglomération de 10 millions d'habitants, qu'il y a à peu près 50 théâtres ouverts et qui représentent environ donc 25 000 places, 10 millions, 25 000, il y en a 4 ou 5 qui remplissent leurs salles. Les autres, ça balaye. Et s'il n'y avait pas de temps en temps l'aide à la première pièce, des relais de subventions, etc., même pour les théâtres privés, les théâtres crèveraient très rapidement. Or, une vie culturelle, c'est une animation à la fois, évidemment, dans la capitale, mais aussi dans les grandes villes de province. C'est indispensable. Pour revenir aux jeunes, pour les sensibiliser, je lisais que vous seriez prête à aller dans les collèges et les lycées. Je l'ai fait. Vous l'avez fait ? Je l'ai fait souvent, et c'est un effort qui commence un tout petit peu à s'organiser. Un peu timide encore, mais enfin ça commence à s'organiser. Car, étant un acteur professionnel, moi je ne demande pas toujours d'être rétribué, la question n'est pas là, mais il faut tout de même penser que des acteurs qui peuvent, comme ça, faire essaimer en quelque sorte et porter la bonne parole, comme on porte l'évangile il y a 2000 ans, il faut quand même qu'ils soient payés. Ce ne sont pas uniquement des gens désintéressés, ils ne peuvent pas l'être. Ils sont comme tout le monde. Est-ce que plus que leur en parler, il faudrait leur faire jouer des pièces ou leur faire apprendre les textes En tout cas, donner au mot théâtre une identité, soit par les contacts d'un acteur avec des élèves dans un lycée ou dans un collège, et peut-être, oui, les faire jouer. Pourquoi pas organiser chaque année une représentation dans les lycées et collèges, qui serait jouée par des gosses, etc. Et il y aurait certainement des révélations, d'ailleurs. Et même demander, on ne peut pas demander à quelqu'un d'écrire une pièce de 2 heures, mais on peut demander à un élève qui suit, soit à quelque niveau que ce soit, des classes de lettres, on peut lui demander d'écrire une scène de 10 minutes, ou de 6 minutes, ou de 8 minutes. Faire une espèce d'improvisation un petit peu travaillée, un petit peu écrite, et voilà, ça serait un exercice, pourquoi pas. Ça développe leur personnalité ? Sûrement, ouais. Sûrement. On parle par le sport et par le théâtre, je crois qu'on pourrait peut-être, non pas résoudre, mais approcher certains problèmes des angoisses de la jeunesse. Vous faites du sport, c'est pour ça ? Moi, je fais du sport, oui, bien sûr, mais je ne me compte plus dans la jeunesse. Mais je veux dire par là que c'est quoi le mal de la jeunesse? C'est qu'on ne lui donne pas des raisons d'espérer, puisqu'on lui parle uniquement. Nous, adultes, on ne leur parle que de nos difficultés. Il faudrait tout de même leur dire aussi quelquefois nos joies. Ça permettrait tout de même de penser de faire penser à la jeunesse qu'il n'y a pas que des ennuis. Donc, il y a cette première approche-là. On ne leur donne pas des raisons d'espérer, on ne leur donne pas non plus des raisons de se passionner. Il faut leur donner des raisons de se passionner, soit en politique, soit en sport, soit en théâtre, soit n'importe quoi. Mais leur dire que la vie, c'est passionnant. Il y en a un qui l'a dit avant moi, c'est Malraux. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Bon, ben c'est tout. À partir du moment où vous avez cette conscience-là, oui, c'est dur. Bon, d'accord, c'est dur, mais c'est passionnant. Vous avez envie de franchir l'obstacle. Sinon, vous roupillez, suicidez-vous tout de suite, alors. Mais si vous êtes vivant, profitez de ce que vous avez reçu, c'est-à-dire le don de la vie, pour essayer d'assumer quelque chose. Vous êtes tous capables de faire quelque chose.
Alors voilà, ça ou autre chose, du théâtre ou du sport ou ce que vous voulez, mais il y a moyen de faire quelque chose. Ça vous a changé, vous, quand vous avez débuté dans le théâtre, votre Mais personnalité? moi, j'ai débuté à un autre instant. Vous savez, Oui, c'est la c'était fin de la différent, la guerre. période était Donc, ça différente. n'a aucun rapport. Moi, j'ai eu la chance de débuter. Je ne me suis pas posé de questions. Je vais vous donner mon trajet très, très rapidement, parce que je ne veux pas vous embêter avec tout ça, mais je suis balancé du lycée Janson après Massegonde. C'est donc vous dire que je n'étais pas un bon élève. Et je rentre dans une boîte à Bachot en première. Il y a déjà les étoiles jaunes. Et ce sont des instants difficiles. Bon, et ensuite, je passe ma philo à Sainte-Croix. Là, je retrouve une autre ambiance. À Sainte-Croix, à la fin, je loupe ma session de bac de philo en juin. Je me représente en septembre. Bon, à Sainte-Croix, je ne sais pas pourquoi, j'avais organisé des petits machins comme ça de théâtre avec des copains. On s'amusait, c'était pour acheter un billard russe. Parce que c'était la mode des billards russes, on avait un petit local, on voulait jouer au billard russe. Alors pour s'acheter un billard russe, il fallait avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, on a fait des matinées récréatives. Et puis c'était les premiers instants de théâtre. Et quand on m'a dit à Sainte-Croix, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, j'ai dit, je veux faire du théâtre. Et le plus drôle, c'est que j'ai dit ça sans penser une seconde. Je rencontre au mois de septembre un ami de mon frère qui me dit, il y a un type qui cherche des acteurs pour partir en tournée. Je dis, j'y vais. Et je me retrouve devant un monsieur professionnel qui me dit, qu'est-ce que tu viens foutre là? Je dis, je voudrais faire du théâtre. Mais t'as fait du théâtre? Je dis, oui, j'ai fait ça, ça et ça. Enfin, il me regarde d'une façon un peu souriante. Et bon, dis-moi quelque chose. Je savais une fable de La Fontaine. Je lui ai dit une fable de La Fontaine. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais en janvier? Je dis rien. Et ben voilà, c'est parti comme ça. Alors, bon, c'est la chance, non, mais c'est parce que j'avais des dons, je ne le savais pas. Vous n'avez pas dû la dire n'importe comment, la fable de La Fontaine. Oh, ben, je l'ai peut-être dit correctement, j'en sais rien, mais en tout cas, ça l'a encouragé. Mais je ne savais pas que je pouvais être acteur. Voilà comment j'ai démarré, si vous voulez. Mais c'était facile. Je vous donne une autre approche. En 1944, je me présente donc, je fais cette tournée pendant 6-7 mois. Et en octobre 1944, je me présente au conservatoire. Il y a 4 classes en tout et pour tout. Il y a 7 places de femmes, il y a 7 places d'hommes et 9 places de femmes possibles dans les 4 classes. Je suis reçu 3e dans les 7. Nous étions 680 à nous présenter, hommes et femmes. Vous savez combien ils sont à l'heure actuelle? Nous étions 680, année exceptionnelle parce que c'était l'après-guerre. Et que donc toutes les populations bouleversées, etc., dont d'ailleurs une population juive très importante qui n'avait pas pu s'intéresser ou enfin, être approchée par tout ça, pouvaient revenir puisque une grande partie du territoire était libérée en octobre 1944. Et nous étions donc 680 à nous présenter au conservatoire cette année-là. Donc il y a 16 types qui sont reçus, garçons et filles. Voilà la proportion. Mais maintenant, il y a 10 classes, il n'y a pas plus de possibilités d'expression qu'avant, mais ils sont 2000 à se présenter. Pourquoi? Parce que le petit écran, en se rétrécissant, a attiré des vocations. Il n'y a rien à faire. Donc c'est comme ça. Mais quand je vois des gosses qui à l'heure actuelle se débrouillent malgré tout, moi j'ai quelqu'un près de moi qui donnait des cours, et ben ils se débrouillent. Il y en a 2 qui sont devenus chevaliers Las Palais, d'autres qui font des trucs comme ça dans des bleds un peu partout pour animer quelque chose. Je trouve ça formidablement courageux. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné cette petite graine passionnelle et puis voilà, ils arrivent à gagner leur vie. Et c'est dur, c'est dur. Ils vont dans les plus petits bleds et moi je les admire parce que bon, vous les connaissez pas du tout, mais ils animent des trucs, ils se mettent en clown avec des animaux, des machins comme ça pour animer des gosses. Bon, c'est formidable, c'est un apostolat. On va changer un peu de thème. Dans votre livre, la jeune fille de l'avant-scène, votre dernier livre, vous parlez un peu des coulisses du théâtre. C'est pas un peu une réflexion sur ce que pense un acteur. C'est vraiment, on découvre l'envers du décor. Je voudrais que vous nous disiez un peu comment vous apprenez vos textes. Quelle est votre méthode? Est-ce que vous apprenez un texte comme ça par cœur, à plat, et ensuite vous y mettez les sentiments? Non. C'est pas par couches successives. D'abord, je veux vous dire que la mémoire, c'est une chose qui évidemment attire toujours enfin, l'attention du public. Pour nous, ça ne compte pas. La mémoire, c'est l'intendance. Il faut que ça suive. Un point, c'est tout. Et rien n'est plus ennuyeux que d'apprendre. Déjà depuis le collège, on le sait, depuis l'école maternelle même, mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut apprendre pour essayer de se débrouiller. Donc il faut apprendre. Mais moi, je ne peux apprendre, je dis moi parce que c'est pas par égotisme, mais je ne peux apprendre qu'en situation. Et j'apprends très vite et très peu. Parce que quand je suis plus en situation, au bout d'une demi-heure, par exemple, je commence à ne plus être en situation, là, je peux lire pendant 2 heures mon truc, ça ne donnera rien du tout. Mais je me mets dans le coup, et ce sont les sentiments qui me donnent les mots. Et quand les sentiments m'ont donné les mots,
il y a une espèce d'osmose, les mots finissent par me permettre d'exprimer aussi les sentiments avec clarté, parce qu'on ne peut exprimer les sentiments qu'avec des mots. Et donc il faut que les mots soient bien inscrits et faciles, et qu'ils se déroulent comme ça pour pouvoir exprimer les sentiments. Et c'est ce mélange-là qui arrive. Et actuellement, où j'ai moins de mémoire parce que je vieillis, j'apprends, dès qu'il y a 5-6 lignes, j'apprends chez moi tout seul, pour arriver sur le théâtre et essayer de me débrouiller. Parce qu'on peut savoir chez soi, on ne sait pas sur le plateau de répétition. C'est comme à l'école. Ah oui, ce qu'il faisait dire un jour, c'est Guitry qui disait ça à un acteur qui lui avait répondu, écoutez maître, je le savais chez moi. Et Guitry lui a répondu, écoutez, qu'à cela ne tienne, nous irons jouer chez vous. Et ben c'est toute la question, quoi. Vous êtes devant votre table. Il avait dit d'ailleurs une chose charmante un jour à un acteur qui avait repris un rôle comme ça au pied levé pour remplacer un acteur malade dans une pièce qui était de lui et qu'il jouait. Et le type se tape le rôle en 48 heures, il arrive à remplacer l'acteur malade en 48 heures. Et Guitry lui dit comme ça, pour lui demander gentiment, mais comment avez-vous fait pour le savoir si bien? Et le type lui répond, écoutez, je me suis mis dessus jusqu'au moment où je le savais. Alors Guitry le regarde, fait, ah, les grands moyens alors. Donc vous n'êtes pas devant votre table avec le texte, vous le cachez avec un petit carton, vous apprenez 5 lignes. Je mets un petit bout de papier sur les répliques que je ne sais pas encore, et puis bon, quand je ne sais pas, je tire le papier, ah bon, c'est vrai. Mais on enchaîne bien que quand on est dans l'enchaînement psychologique, si vous voulez, Parce que les personnages, s'ils répondent à une volonté de l'auteur, vous avez du mal à apprendre. S'ils répondent à une volonté humaine, profonde, vous arrivez à les apprendre plus facilement. Et d'ailleurs, les textes difficiles à apprendre restent beaucoup mieux que les textes faciles à apprendre. Mais vous n'avez pas envie de changer certains mots? Oh, ça arrive. D'ailleurs, dans les créations avec les auteurs vivants, c'est les principales sources d'engueulade, parce que, bien entendu, on a envie de changer un peu les formules. Oui, il faut quelquefois qu'elles soient peut-être plus adaptées à ce que nous sommes. Et c'est sans doute comme par réaction aussi, parce que quand j'étais au Théâtre Français, il n'était pas question de changer un mot, bien entendu, ni dans Molière, ni dans Marivaux, ni dans Musset. D'ailleurs, on aurait eu tort, parce qu'on n'aurait pas fait mieux qu'eux. Mais par rapport à un auteur actuel, on a quelquefois l'impression qu'on peut faire mieux que lui. Comme il n'est pas d'accord, c'est une source de fracture. Est-ce que le travail de mémoire est différent à chaque pièce? Ou est-ce que c'est toujours la même méthode? Oui, il est certain qu'il y a, quand on a pris l'habitude d'un certain phrasé Marivaux, par exemple, qui est difficile à apprendre, mais vous avez quand même l'habitude de ces formules, elles vous viennent très naturellement. Il y a une forme, moi, les bouquins que j'écris, par exemple, je ne peux pas écrire dans le langage actuel. Je suis incapable d'écrire moderne. J'écris complètement démodé et tant pis. On n'est pas obligé de me lire, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai reçu sans le vouloir, une exigence classique et par conséquent, j'ai une écriture peut-être plus proche d'une certaine littérature, si je puis dire. Est-ce que ce qui n'est pas difficile finalement quand on apprend une pièce, c'est d'apprendre le texte des autres aussi? On n'apprend pas le texte des autres. On apprend les fins de phrases? On n'apprend pas le texte des autres. On reçoit le texte des autres et on réagit par rapport aux sentiments qu'ils expriment avec les mots. Et on réagit avec les sentiments qui sont les nôtres. Alors on sait vaguement leur texte, mais pas très bien. Il ne faut pas se risquer s'il a un trou à essayer de lui souffler son propre texte. Vous êtes certain de vous tromper, vous le foutez dedans, alors encore un peu d'avantage. Vous avez eu un trou de mémoire déjà? Ah oui, bien sûr, oui. Le plus mémorable, c'était quoi? Le plus mémorable, c'était un jour dans le tournant de Dorin. 900 représentations. Oui, mais là je devais être à la 387e, je ne sais plus, c'était un dimanche en matinée. Et il faut toujours se méfier des dimanches en matinée, parce que comme on a une fonction naturelle de jouer le soir, l'après-midi on n'est pas toujours en forme. Bon, c'est comme ça. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, où je trouvais mon partenaire mauvais, ou quelqu'un a toussé dans la salle, ou il y a eu un sonotone qui s'est déclenché, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais brusquement, j'ai eu l'impression d'être complètement autre part. Et je ne savais plus du tout où j'étais en réalité. Le noir, le trou total. Mais le trou total, absolu. Alors je me suis passé la main sur le front, j'ai simulé une espèce de déséquilibre, de vertige, et j'ai dit excusez-moi, je demande pardon, j'ai bafouillé 2 ou 3 trucs, et puis le régisseur qui par bonheur était à côté de son rideau, il a appuyé sur le rideau a baissé, les gens ont fait oh. Et il a fait une annonce en disant « Monsieur Piat s'excuse, mais il vient d'avoir un malaise. » Alors, dans la salle, ça a fait « Oh !» Une espèce de haut de désespoir. Mais il va s'efforcer de reprendre le plus vite possible. Alors, le haut, c'est « Ah !» en A d'espérance. Et vous couriez et moi, je ne courais pas, non, j'étais du côté du machin, je feuilletais la brochure, et j'entendais Monsieur Piat a eu un malaise. Je me disais « Merde, qu'est-ce que je disais là, à ce moment-là ?» Bon, j'ai retrouvé finalement ma brochure. Et quand je suis entré, le rideau s'est relevé, bien entendu, quand je suis entré, il y a eu un tonnerre d'applaudissements. Ce qui est une forme d'injustice flagrante. Mais le théâtre est fait aussi de ces injustices-là, heureusement d'ailleurs.
Une question qu'on se pose toujours quand on voit des... Vous savez, je vous interromps, mais Je vous en prie. il y a eu, je crois que c'est une des choses les plus drôles que j'ai, enfin les plus drôles pour moi, peut-être pas pour vous, mais j'ai joué il y a pas très longtemps une pièce de Dorin, et Gisèle Casatsu jouait ma mère, et Gisèle a eu pas un petit malaise, elle a eu une sacrée grippe pendant 15 jours, et on a demandé à Dorin de la remplacer, c'est la seule qui pouvait le faire. Alors j'avais une annonce à faire, et les rapports que j'ai avec Dorin ne sont pas des rapports maternels. Si bien que tous les soirs, je disais, je vais être obligé d'appeler maman quelqu'un que je n'appelle pas maman chaque jour. Et bon, ça s'est passé comme ça. Mais c'était assez curieux. Et elle jouait avec la brochure. Et ben, les gens acceptaient. Parce que, si vous voulez, le théâtre est fait aussi de ces choses-là. Il n'y a pas un... Vous savez, Guitry disait, au cinéma, les acteurs ont joué. Au théâtre, ils jouent. C'est-à-dire que c'est vivant, c'est devant vous. Donc il peut y avoir ces accidents-là, et ces accidents-là créent une excitation et un quelque chose d'autre. Tous les gens qui ont vu Dorin jouer ma mère se souviendront de Dorin jouant ma mère. Alors que bon, c'est totalement anormal et stupide, mais c'est beaucoup mieux comme ça quand même. Et le théâtre est fait de ces petites joies-là, ces petites récompenses-là. Là, l'affrontement, vous êtes à combien? 500e à peu près? Non, en comptant qu'il y a 365 jours par an, qui sont arrêtés 2 mois, on est autour de la 300e. Le tournant 900. Mais ça c'est encore une aventure fantastique. Songez que j'ai cette pièce depuis 15 ans dans les tiroirs et que personne n'en voulait. Pour la simple raison, c'est que les gens me disaient ce n'est pas assez drôle pour un théâtre privé, ce n'est pas assez culturel pour un théâtre dit culturel, et que d'autre part, vous en curé, personne n'y croira, et troisièmement, ça n'est pas Monterland, ça n'est pas Claudel, ça n'est pas etc. Et enfin, pièce américaine, et cinquièmement, dialogue entre un prêtre et un séminariste. Or, il se trouve que la pièce fait rire, mais même nous ne pensions pas à ce point-là, parce que ce sont des rapports vrais entre un quotidien incarné par le prêtre et un idéalisme incarné par la jeunesse. Donc ce choc-là provoque le rire. Quand le gosse dit, par exemple, mais si je ne suis pas inspiré par l'Esprit Saint, comment voulez-vous que je m'adresse à mes ouailles? L'autre dit l'Esprit Saint, pourquoi l'Esprit Saint? Mais non, si les gens tous, vous allez être gênés par l'Esprit Saint, non, vous vous occupez pas de l'Esprit Saint, on s'en fout de l'Esprit Saint. et c'est un petit peu ça, si vous voulez, ce sont ces rapports véritables. Comme il dit à un moment, et l'autre a fait une espèce de prédication tellement violente que le vieux curé l'engueule en disant vous ne pouvez pas engueuler les gens comme ça, la quête va tomber 30%. Et c'est vrai, j'ai vu des prêtres me dire, mais c'est vrai, on y pense forcément. Car même un prêtre est obligé de plaire. Si les prêtres ne plaisent pas, comment l'esprit passera à travers eux? Il y a un barrage. Vous savez, je parle de culture classique, mais c'est vrai, j'étais frappé par ça. Aussi bien Racine que Molière, que Boileau, que Corneille font référence au fait de plaire. Racine a écrit des tragédies avec l'espoir qu'elles plairaient, il emploie le mot. Molière a écrit des comédies avec l'espoir qu'elles plairaient, il emploie le même mot. Et Corneille aussi, et Hugo plus tard, etc. Donc le fait de plaire n'est pas un comment vous dire, n'est pas un reproche à adresser au théâtre. Quand actuellement on pense qu'on pourrait jouer pour un non-public uniquement pour le cultiver, moi je dis non. On doit essayer de cultiver le public, mais ne jamais oublier qu'il est nécessaire de plaire, car même les curés ont besoin de plaire. Sinon, ils ne recrutent pas. C'est le public qui vous donne vos émotions quand vous êtes sur la scène? C'est d'abord le personnage qui crée une émotion. On a l'émotion, on vit l'émotion du personnage. Et ce qui est le plus extraordinaire au théâtre, et qu'on ne ressent pas au cinéma, parce qu'au cinéma, dès qu'on dit moteur, silence, bon, tout s'arrête. Mais au théâtre, non, il y a des gens qui vivent devant vous. Ils tous. Nos répliques slalom entre les rhumes de septembre, les coryzas du mois de décembre, les grippes du mois d'avril, etc., etc. On est obligé d'en tenir compte. Donc c'est ça le combat du soir. Mais quand brusquement, sur une réplique qui s'arrête, On tous. vous avez une espèce de plage de silence épais, profond. C'est fantastique, ça. Et ça crée une émotion. Mais quand ça tousse, c'est plus embêtant. Ah, si brusquement vous sentez cette chose-là, que ça y est, ma mère est morte la semaine dernière, et vous entendez un silence. Alors ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant parce que brusquement, là, vous êtes déchiré complètement. Là. Et là, on a envie de prendre le monsieur ou la dame et de lui faire exploser la tête. D'abord, ça le guérirait de son rhume, mais ça, c'est très désagréable. Et ça, si vous voulez, c'est une manifestation nouvelle aussi. Parce que malheureusement ou heureusement, la télévision est entrée dans toutes les cellules familiales. Et par conséquent, c'est inconscient.
Les gens ne respectent pas ce qui se passe à la télévision. Donc ils ne respectent pas ce qu'ils ont devant eux, parce que bien sûr nous ne sommes pas télévisés, mais pour eux c'est un spectacle. On ne joue pas avec un magnétophone, on joue avec notre peau, notre cœur. Et quand vous êtes en train de dire « ma mère est morte la semaine dernière » et que vous entendez « bon, ça c'est extrêmement pénible ». Là on est obligé de mettre la mère au cimetière le plus vite possible et d'enchaîner sur la pièce, sur la suite. Jean-Paul Rapneau, qui était là il y a un mois, racontait que Gérard Depardieu, dans une scène que vous connaissez bien parce que vous avez interprété Cyrano, la dernière scène, Oui. Parce qu'il dégage une émotion extraordinaire sur cette dernière scène, il pensait à la mort de son père. C'est possible, il y a des Est-ce que vous avez références comme ça. pour pleurer au théâtre, pour avoir des émotions très fortes, est-ce que vous avez des... Non, ce qui est certain, c'est notre métier est un métier d'instinct. On fait telle chose par instinct. Bon, l'intelligence peut venir suppléer. Dussane, qui était mon professeur, nous disait, il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour être acteur, mais elle ajoutait, ça ne nuit pas. Bon, elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort. Mais si vous voulez, la personnalité d'un acteur s'enrichit de ce qu'il vit. C'est-à-dire que l'instinct qui est le sien s'enrichit de ce qu'il reçoit. Et recevoir la mort de son père, c'est recevoir quelque chose. Donc on peut non pas se servir de cette référence-là, mais il y a des flashs qui courent comme ça dans le crâne, des centièmes de seconde, et il est très possible que jouant la mort de Cyrano, il ait vu brusquement le cimetière et son père qu'on glisse dans la terre. Alors ça peut lui passer ça. Mais ce n'est pas une nécessité. Je crois que c'est quelquefois même une forme d'impudeur. Mais bon, c'est notre petit travail secret, ça, c'est notre petite chimie secrète qui permet d'obtenir ce que nous cherchons, c'est-à-dire à émouvoir. Plaire, c'est aussi bien faire rire qu'émouvoir, bien entendu. Donc on a le devoir d'émouvoir si la situation le permet, comme on a le devoir de faire rire si le personnage le permet. Et c'est ça. Moi, il m'est arrivé une chose très curieuse dans Cyrano. Quand je jouais ça au Théâtre Français, il y a un des vers vers ce dernier acte consiste à dire, quand il proteste, quand il dit à Roxane, non, non, ce n'est pas moi, si, c'était vous, c'est pas moi, et il lui dit, non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Et chaque fois que je disais ça pendant, je ne sais pas, peut-être 1 an ou 2, non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas, c'est un alexandrin, j'essayais de le dire le plus correctement possible, avec la plus grande émotion possible. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Bloum, effet comique. Et ça m'horripilait, parce que moi j'étais en train de crever, et je me disais, il rigole, c'est pas possible. Ça me faisait mal. Et un jour, Serrault vient, Michel, voir Cyrano, un dimanche en matinée d'ailleurs, et je lui fais part de mon problème. Je dis, pourquoi est-ce qu'il rigole sur « Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas », alors que je dis ça avec la plus grande émotion. Il dit, écoute, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, Alors on cherche des raisons. C'est peut-être parce qu'ils veulent se dégager de cette émotion qui les étreint, et bon, ils trouvent le moyen d'échapper. Bon, un jour, je n'ai pas le souffle nécessaire. J'étais trop court de souffle. Et ça donne « Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. » Je coupe le verre en deux, mais sans le vouloir. Silence profond. Bon, ça, c'est une joie telle que j'ai fini de jouer Cyrano en 72, 1997, il y a 25 ans de ça, je me la rappelle encore, ma joie, de ce jour en matinée ou en soirée, peu importe. Mais je me rappelle encore la joie profonde que j'ai ressentie après avoir joué peut-être 200 ou 300 fois Cyrano et avoir fait rigoler avec ce verre sur lequel je ne voulais pas qu'on rie. Je le casse en deux par impuissance. Je n'avais pas le souffle nécessaire. Et là, brusquement, un silence merveilleux. Ça, ce sont des joies fantastiques. Et quand vous dites ça, on se rend compte, enfin sur Cyrano ou même sur d'autres pièces, il faut une concentration extrême. Moindre phrase, oui, c'est pour ça qu'on a envie de dire au public, surtout ne toussez pas, si vous savez comme on serait mieux si vous ne toussiez pas. Car tousser, c'est recevoir une gifle en pleine tête, comme les gens qui arrivent en retard. Et pourquoi est-ce que c'est toujours des gens du 1er ou du 2e rang? Ça pourrait être des gens du 20e rang. Ouais. Non, c'est toujours des gens du 1er ou du 2e rang. Ils arrivent en retard. Non seulement ils font écran entre ce que nous sommes, ce que nous essayons de faire, à quoi nous essayons de faire croire et de croire nous-mêmes, ils font écran entre nous et les autres. Ils les dérangent, mais ils nous dérangent et ils dérangent tout le monde. Et c'est toujours... Bon, et ça c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Donc, ils nous déconcentrent. Il nous déconcentre et on oublie des mots. Vous savez, les gens vous suivent à un point. Qu'est-ce que c'est qu'un acteur? C'est un homme qui possède une arme absolue, la conviction. Sa conviction. Par sa conviction, il arrive à faire croire. Si brusquement quelqu'un arrive et vous fait ça devant les yeux, c'est comme si vous posiez la main sur le pinceau d'un peintre. Il va peindre à côté. Eh bien, nous, on joue à côté.
C'est exactement la même chose. Or, la conviction est telle, je vais vous donner un exemple concret dans la pièce que je joue actuellement, je vous jure, je ne mens pas. Les acteurs sont tous des menteurs, mais là, je ne mens pas. Dans la pièce que je joue à l'heure actuelle, le rideau se lève sur l'église. Donc nous sommes là, quoi, si vous voulez, en quelque sorte. L'église. Bon, je suis en chair, et je me signe, au nom du Père, du Fils. Il y a 30 personnes qui suivent en même temps que moi. Et j'entends, oh que je suis bête. Oui, parce que brusquement, ils se rendent compte qu'ils sont au théâtre, mais ils ont marché avec moi, au nom du Père et du Fils. Et j'entends ce bruissement, cette espèce de petit rire et ce côté, oh que je suis bête, parce que les deux premiers rangs, on entend très bien. Et non, je peux vous donner une référence précise, c'est arrivé à Alain Decaux, qui est un vieux copain de Janson, et qui m'a dit, tu sais que je me suis signé en même temps que toi. Or, Decaux est un monsieur sérieux, qui généralement ne se laisse pas prendre à de tels artifices. Eh bien si. C'est ça la conviction, c'est ça la force de l'acteur, la conviction. Donc s'il y a quelqu'un qui passe pendant que je fais au nom du Père, boum, c'est fini, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui se détruit. Et la 834. L'autre jour, il y a des voix qui sortent de la salle. L'autre jour, là où la voix directionnellement sort, c'est-à-dire du côté jardin, etc., au milieu du théâtre, et à ce moment-là, quelqu'un arrive et s'assoit. Ça va foutu dedans, j'ai oublié ma réplique. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est une déconcentration. On ne marche qu'à la concentration. Et les trous de mémoire viennent toujours à cause d'une déconcentration. Et la 834e représentation, comment on fait pour être convaincant quand on a Mais joué parce ça? que c'est cette fonction étrange de l'acteur qui consiste à retrouver son personnage en même temps que le costume. Même s'il n'a pas le costume, il a tout de même le veston. Moi, je passe une veste. Bon, c'est pas cette veste-là, mais c'est une autre veste. Il y a une petite croix. J'ai mon petit col. Ça y est, c'est parti. Et puis bon, ça peut être la 800, nous sommes à la 300, je ne sais pas trop bien, ou 297, ou 312, je ne sais pas. Mais en endossant le costume, vous endossez le personnage. Et puis, si vous êtes acteur, sans avoir envie de jouer, il ne faut pas être acteur. Pour moi, ce n'est pas une nécessité, c'est un plaisir. Plaisir qu'on donne aux autres, mais qu'on se donne à soi-même. Quand j'entends, et malheureusement c'est une chose trop répandue, des acteurs ou des actrices dire « je ne peux pas jouer plus de 60 fois ou 80 fois parce que je perds l'essentiel des choses ». On a envie de leur dire, alors surtout quand vous irez chez le dentiste, demandez-lui si c'est sa 80e dent de sagesse qu'il extrait ou si c'est la 5e, parce que s'il en a marre au moins autant que vous risquez d'avoir des problèmes avec votre mâchoire. C'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'un médecin ne serait pas lassé de son métier? Il peut l'être, d'ailleurs c'est son droit, mais il l'exerce quand même, avec bonheur s'il a le goût de la médecine. Un avocat, c'est la même chose. Toutes les professions libérales, par définition, sont des professions acceptées, non seulement acceptées, mais désirées et voulues. Moi, mes parents ne m'ont pas dit « tu vas faire du théâtre, sinon tu vas prendre une gifle à travers la figure ». Je fais du théâtre parce que j'aime ça. Alors pourquoi je me priverais de cette joie-là? Surtout quand une pièce marche, car rassurons-nous, j'ai joué 900 fois le tournant, mais quand ça ne marche pas, vous la jouez 32 fois et vous pouvez rentrer chez vous et vous inscrire à la NPE. Donc, il y a une double joie, celle de sentir l'adhésion d'un public sur quelque chose, et en plus de pouvoir exercer votre métier avec confiance, avec bonheur, et avec efficacité, et avec sanction, c'est-à-dire vous avez gagné votre vie ce soir-là, quoi. Ça compte aussi. Et le trac, vous dites, ces minutes-là cruelles, invivables, particulières, n'appartiennent qu'à nous, elles ont leur grandeur, elles sont la preuve de notre fragilité. Oui, oui. Je crois vraiment que le trac est une chose particulière, parce que quelqu'un a dit un jour, je crois que c'est Sarah Bernard, vous n'avez pas le trac, donc vous n'êtes pas une actrice. C'est une imbécilité. Elle ne l'a sans doute pas dit, d'ailleurs. Mais enfin, peu importe. Ça viendra avec le talent, c'est ça? Il y a des acteurs qui n'ont pas le trac. Oui, c'est ça. Vous aurez le trac quand vous aurez du talent. Ce qui est idiot. C'est idiot. Mais je suis certain qu'elle n'a pas dit ça parce qu'elle n'était pas idiote. Mais il est certain que quelques rares acteurs n'ont pas le trac. Denise Gray n'avait pas le trac. Elle disait, moi j'ai fait mon travail, j'ai bien répété, j'ai bien travaillé. Bon, ben voilà, pourquoi voulez-vous que j'ai peur? Bon, ça ne s'analyse pas, ça. Mais la plupart de confrères et consoeurs ont le trac. Mais ils ont le trac. Moi, j'ai le trac pour les 2 ou 3 premières. Puis après, c'est fini. Les 2 ou 3 premières, vous avez lancé le bateau. Vous avez vu qu'il flottait. Donc ça va. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut ramer, il faut tirer sur les rames. Puis c'est tout. Mais non, le trac, c'est parce qu'on éprouve quelque chose de neuf. Vous avez le trac quand vous conduisez une voiture pour la première fois, vous changez de marque. Vous avez pris une voiture automatique, le machin était là, et brusquement, les appareils sont différemment placés. Donc, vous changez de voiture. Vous avez un peu le trac le jour où vous prenez votre voiture nouvelle pour la première fois, vous n'avez pas envie de cabosser les ailes. C'est la même chose, c'est une petite émotion comme ça sur la chose neuve. Et je crois que tout acteur, quel que soit le plus chevronné, est un débutant par rapport à la nouvelle pièce, au nouveau film qu'il commence à tourner ou la nouvelle pièce qu'il commence à jouer. Il débute, donc il a le trac. Mais quoi
Qu'est-ce que vous faites avant d'entrer en scène dans votre loge? Respiration, uniquement. Concentration sur ce qu'on va faire, penser à ce qu'on va faire, penser au personnage, essayer de dire les premières répliques comme ça, intérieurement, et puis souffle, respirer. Et puis faire une petite prière, ça ne peut pas nuire. Surtout quand on joue Quand on joue un curé. Est-ce que vous avez des gris-gris? Il y a des superstitions dans le théâtre, beaucoup? Oh non, moi personnellement, j'ai pas de superstition, mais enfin, je touche du bois comme tout le monde, quoi. C'est comme... Non, d'ailleurs, c'est charmant, les superstitions, c'est poétique, à condition que ce ne soit pas trop inhibiteur. Il y en a beaucoup dans le théâtre. On dit qu'il ne faut pas s'habiller en vert, qu'il ne faut pas... Oui, mais le siffler. verre, il y a une raison qu'on m'a un jour raconté, c'est parce que je crois que le verre, il y avait un produit chimique qui servait à empoisonner dans les siècles passés, et je crois que c'est l'arsenic ou un truc comme ça, qui servait à des peintures, choses comme ça, alors qu'on peignait des choses en verre, et alors ça empoisonnait les gens. Alors c'est peut-être pour ça que les acteurs ont... Mais Dux, qui a joué l'homme au ruban vert, puis Alceste s'appelle comme ça, et c'était Georges Vakevitch qui faisait les décors et les costumes. Et alors Georges lui amenait, il me dit, je lui amenais toujours quelque chose, c'est trop vert. Alors je l'ai mis en rouge. Il m'a dit, mais non, c'est l'homme au ruban vert. Puis j'ai dit, mais tu m'embêtes, puis tu veux pas de vert, on va le mettre en rouge. Enfin, il a fini par faire un jaune canard, et Dux l'a accepté. Mais non, c'est un peu bébête, ça. Surtout que le vert est une couleur d'espérance, alors il n'y a pas de raison de... Juste deux questions avant que la salle ne pose des questions. Je voudrais qu'on parle juste d'une activité que vous avez. Et je voudrais savoir comment vous la percevez, celle du doublage. Depuis tout à l'heure, je vous écoute et j'ai l'impression d'entendre Frollo dans le Bossu de Notre-Dame. C'est drôle, oui. Vous jouez le méchant du Bossu Notre-Dame pour les gens qui n'auraient pas vu le film. Et Francis Lalanne jouait le bossu. Oui, c'est lui qui m'a d'ailleurs mis dans cette aventure. Il se trouve que j'ai fait du doublage comme tout le monde, comme tous les jeunes acteurs quand on a besoin de bouffer, et que le doublage a été une activité très importante et très utile et très rémunératrice au début de ma vie. Puis ensuite, je suis rentré au théâtre français et je n'en ai plus fait pendant des années. Et quel plaisir aujourd'hui vous y trouvez? Eh bien, c'est que techniquement, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Moi, j'ai commencé à faire du doublage. Il n'y avait pas du tout de bande rythmo qui passait sous l'image même. On apprenait le texte et il fallait uniquement en référence avec les lèvres de l'acteur américain ou allemand ou ce que vous voulez. Il fallait être synchrone avec lui. Et c'était très difficile. Voilà. Fallait avoir des réflexes immédiats puis une très bonne vue en plus. Et bon, j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les bandes rythmo, c'est-à-dire que le texte passe entre deux barres. Les mots défilent comme ça et vous les lisez en même temps qu'ils défilent. Donc il faut avoir des réflexes, mais enfin c'est quand même plus facile. Et maintenant c'est tellement facilité par la technique, hein, on peut couper un mot, reprendre un mot, enfin c'est un montage de film. Alors c'est beaucoup plus facile. Et on m'a demandé ça pour Le Roi Lion, donc je l'ai fait. Et je vais vous dire très franchement, je l'ai fait. Vous avez encore un rôle de méchant là. Oui, d'ailleurs j'ai une petite fille qui m'a reproché d'avoir joué le méchant. Elle m'a demandé pourquoi tu as joué le méchant. Et je lui ai dit parce que j'étais payé plus cher. Mais c'est hélas tristement vrai. Je suis un acteur qui, comme tout le monde, paye ses impôts et mange 2 fois par jour. Donc il n'a pas été inutile. Il n'y a pas qu'une raison alimentaire, il y a un plaisir quand même à faire. Oui, ça. Mais c'était rigolo à faire parce que Le Roi Lion, ça s'inscrivait dans l'imaginaire des enfants. De même que Frollo, mais enfin là je crois qu'il s'inscrira un peu moins, c'est peut-être plus réservé aux grandes personnes qu'aux enfants. Moi je pense que les enfants risquent d'avoir un petit peu peur quand ils ont 4-5 ans en voyant le Notre-Dame de Paris, enfin la traduction américaine qui s'appelle quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Enfin, c'est Notre-Dame de Paris de Hugo en tout cas. Ce qui est tout de même une référence culturelle et je trouve que c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait en France et en français. Ce qui était curieux, c'est qu'avec Lalanne, je crois que vous doubliez dans l'après-midi oui, et le soir vous étiez sur scène. C'est ça, exactement. C'est lui qui m'a dit, il cherche quelqu'un, etc. J'ai donné votre nom. Je dis, je ne vais pas faire ce truc-là, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Et mais si, on va le faire ensemble, Bon, là, on l'a fait ensemble. Résultat, d'ailleurs, on l'a fait ensemble, c'est-à-dire qu'on l'a fait séparément. Lui enregistré un jour et moi un autre. Ah, vous étiez pas ensemble? Oui, on n'était pas ensemble. Enfin, ça se raboute. Voilà. Bien, comme d'habitude, question de la salle, qu'on va peut-être éclairer un petit peu. Si ça vous dérange pas. Non, pas du tout, je regarde ma montre parce que... Alors, pour gagner un petit peu de temps, vous allez lever la main. C'est pour pas trop vous ennuyer. Comme ça, le micro arrive très vite. Et si possible, vous vous levez pour qu'on vous voit mieux. On met un petit peu d'éclairage. Est-ce que c'est possible? Pendant que tout ceci... Est-ce que des prêtres sont venus voir votre pièce? Ah, au moins une cinquantaine. Au moins, et des moines. Et des moines. Et des moines qui ont pris... Non, je dis ça, je ne fais pas de publicité. Hein, c'est une très grande pièce. Je crois que c'est une pièce utile. Parce que c'est assez rare que la jeunesse vienne au théâtre, privé en tout cas. Et là, beaucoup sont venus parce qu'on fait 100 francs de prix réduit pour la jeunesse. Et beaucoup de prêtres sont venus nous disant d'abord leur plaisir, parce que la pièce est drôle,
mais aussi, si vous voulez, nous disant, les questions que vous posez dans la pièce, ce sont celles qu'on nous pose et que nous nous posons, et que nous posons à notre hiérarchie. Et la hiérarchie n'est pas toujours très claire sur les explications ou les réponses à apporter. Il y en a même un jour qui m'a dit, en rigolant comme ça, mais il me l'a dit d'une façon très charmante, en me regardant, parce que je sortais de scène, j'avais encore mon costume de prêtre, et il m'a dit, dites donc, vous, comme curé, vous auriez fait une sacrée carrière. Donc, vous voyez, j'ai encore un avenir. Et une carrière au cinéma. Le cinéma, mais cela dit, j'irai dans une abbaye, je veux le faire. Ah, vous y êtes. J'y suis, mais celle-là, si vous voulez, sert à d'autres mesures, d'autres exigences. Mais j'irai un jour dans une abbaye parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Le cinéma vous a pas beaucoup courtisé, comment vous expliquez ça? Oh, pour deux raisons. D'abord parce que je suis entré, je vous dis, j'ai commencé ma vie professionnelle en entrant dans le théâtre. Et je ne pensais pas cinéma du tout. Donc, dans les 3 ans où j'aurais pu penser cinéma, j'ai fait 2 des plus mauvais films du cinéma français. Ça n'a pas encouragé les producteurs. Ça s'appelait Rouletabille joue et gagne et Rouletabille contre la Dame de Pique. Et ça se passait entre 45 et 47. Donc, ça a pris un bide retentissant. C'était d'ailleurs injuste, parce que c'était pas si mauvais que ça. Ça me rappelait la phrase de De Vos. Vous savez, De Vos a dit une chose merveilleuse qui résume, à mon avis, tout notre univers. De Vos, Raymond, qui est un homme charmant et un homme très drôle et qui a des formules comme ça, disait un jour, au fond, un triomphe, c'est un bide auquel on vient d'échapper. Eh bien, moi, j'ai pas fait un triomphe dans Rouletabille joue et gagne et Rouletabille contre la musique, donc ma carrière cinématographique s'est arrêtée à ce moment-là. Et je suis rentré au français 47. Et donc, au français, bon, on peut participer à des films, j'ai participé à des films, mais on ne fait pas de carrière. Et quand je suis parti du théâtre français, j'ai fait un film qui s'appelait La Rivale, et c'était sans doute aussi un des mauvais films du cinéma français. Donc ça n'a pas encouragé non plus les producteurs à m'engager. Et comme j'ai fait de la télévision, ça m'a décomplexé. J'ai trouvé que l'écran, en se rétrécissant, m'avantageait plutôt qu'en s'agrandissant. Alors j'ai continué à faire de la télévision et j'ai pas à m'en plaindre car j'ai fait 3 belles émissions de télévision. Et de Roi Maudit notamment. On vous en parle encore, oui. Ça vous agace? Sans arrêt. Sans arrêt, ça me touche beaucoup parce que je me rends compte à quel point la mémoire d'un public est prodigieuse. Et ça m'arrive en signant des bouquins, Roi Maudit, mais même un poème que j'ai dit à une radio 30 ans avant. Enfin, et c'est fantastique parce qu'on se dit, tiens, on a semé la fameuse petite graine. Et bon, Roi Maudit, bien sûr, Lagardère aussi. J'ai eu d'abord maintenant, j'ai des gens qui viennent me dire, quand j'étais petite fille, je vous ai vu dans Lagardère, ma grand-mère vous a vu dans Lagardère, ma mère vous a vu dans Lagardère. Enfin, j'ai droit à toutes les générations. Et puis c'est bien, quoi. Madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous vous étonniez tout à l'heure que le théâtre ne soit pas plus représenté dans les établissements scolaires. Est-ce que l'on ne pourrait pas, comme on a pu le faire pour le goût, au mois d'octobre, il y a systématiquement dans tous les établissements scolaires une semaine du goût. Il y a la fête de la musique au mois de juin. Est-ce qu'il ne serait pas bon tout simplement de faire la semaine du théâtre? C'est une très bonne idée, c'est une excellente idée. Il y a d'ailleurs à Paris, si vous voulez, une petite approche de ça, puisque la ville de Paris incite les gens à aller au théâtre en offrant la seconde place. Prenez une place et la ville de Paris règle la seconde place. Donc il y a déjà une petite approche de ça. Mais vous avez raison, on pourrait organiser la fête du théâtre. Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure il ne serait pas utile de faire une pétition là-dessus. Ça fait beaucoup de fois que vous parlez de la pétition. Celle-là, je la signerai. Non, je veux dire, par là, il y a des pétitions utiles et qui nous concernent. La pétition, non, j'ai pas de papier, enfin il y a du papier, mais j'ai pas de crayon. Mais c'est une idée à retenir ou à lancer. Oui, monsieur Pierre, je voulais vous demander au point de vue mémorisation, est-ce que la versification des textes vous facilite plus que la prose? Le vers est plus difficile à apprendre, mais il se retient plus facilement, parce que la musique. Voilà. La musique permet certainement, inconsciemment, si vous voulez, d'accrocher les mots davantage. Ah oui. Merci, monsieur. Je vous en prie. Question de monsieur derrière. Et d'ailleurs, on se débrouille mieux dans un vers quand on a un trou qu'en prose. C'est très curieux parce que la musique vous entraîne. Et je me rappelle, moi, avoir entendu Maurice Escande, que quelques-uns les plus anciens ont pu connaître. Il est sorti un jour, c'est la seule fois de ma vie où je jouais la tragédie près de lui, dans Andromaque. Il jouait Oreste. Et il a dit, et moi, il jouait Oreste, je vous rappelle, et il était Maurice Escande, donc un homme. Et moi, fille d'Hélène et veuve d'Agamemnon. Faut le faire, hein. Eh bien, il n'y a pas eu un murmure. Il avait eu un trou et il a dit ça tranquillement. Et moi, fille d'Hélène et veuve d'Agamemnon.
Il est sorti en hurlant de rire en disant « J'ai encore compliqué la famille des Atrides ». Et c'est authentique, hein, authentique. C'est vous dire à quel point le vers est plus facile à compenser que la prose. Même si Jourdain parlait en prose sans le savoir. Non, ce n'est pas une question. Tout simplement, M. Piat a beaucoup parlé de la pièce L'Affrontement et du plaisir qu'il donne aux spectateurs. Je voulais dire tout simplement, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir M. Jean Piat dans L'Affrontement, donné dans le cadre du Festival d'Anjou au château du Plessis-Massé, Ah oui, c'était... organisé par le Conseil général de Maine-et-Loire, Oui. avec M. Jean-Claude Brialy. C'est un très bon souvenir pour Et- moi aussi, monsieur. Et j'invite effectivement tous ceux qui n'ont pas vu L'Affrontement à aller le voir, c'est effectivement une très bonne pièce. Vous avez jusqu'en juillet prochain, donc j'espère votre venue à tous. Au numéro Ou à de téléphone quelques-uns. suivant. En tout cas, je vous remercie parce que c'était un souvenir formidable. On avait arrangé une espèce de décor comme ça, un peu improvisé, et ça a été un souvenir très, très épatant. Pour gagner du temps, vous levez vos mains avec un petit peu d'avance. Prochaine main, Stéphane. Voilà, ici devant. Et ensuite, vous levez vos mains là avec un petit peu d'avance. Voilà. Est-ce que vous avez des envies au théâtre encore aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez Des envie de jouer? envies? Ouais. Tout. Tout. J'ai toutes les envies, oui. Tout ce que ma santé et mon aspect physique me permet de jouer, bien entendu. Mais non, j'ai pas d'a priori, si vous voulez. Sinon, de jouer une bonne pièce plutôt qu'une mauvaise, quoi. D'ailleurs, si c'est une mauvaise, du moins si je la pense telle, je la jouerai pas. Monsieur, il faut se lever. Je la connais. Mais je peux me lever aussi, si vous imaginez. J'ai le micro, moi. Sûrement pas. Je voudrais vous demander, lorsque vous avez réussi à créer l'émotion en cassant la fameuse phrase « Non, De non, mon Cyrano. cher amour, Oui. je ne vous aimais pas », est-ce qu'ensuite vous avez réutilisé le truc tout le temps? Ah bah bien sûr. Toujours? Ah bah bien sûr. Ah bon, merci, Ah oui. je suis contente de savoir. Ah oui, oui, parce que vous savez, quand vous avez eu la joie de retenir l'attention d'une salle par un détail comme celui-là, il est entré dans l'oreille et ça bouge plus, je peux vous le garantir. C'était une joie de renouveler tous les soirs. J'ai eu ça d'ailleurs dans une autre forme. J'ai joué une pièce appelée Même heure l'année prochaine, il y a quelques années, avec Nicole Courcelles. Et il y avait à un moment donné, cette femme était enceinte, sur scène bien entendu, ce personnage. Et je devais dire, elle me demandait mon aide, et je devais lui dire, je ne suis pas chauffeur de taxi, je ne sais pas comment on s'y prend pour mettre un enfant au monde. Et il ne se passait rien du tout. Bon, et je trouvais la phrase drôle, moi je ne suis pas chauffeur de taxi, je ne sais pas comment on s'y prend pour mettre un enfant au monde. Et un jour, je me trompe, je lui dis, je ne sais pas comment on s'y prend pour mettre un enfant au monde, je ne suis pas chauffeur de taxi. Boum, la salerie. Je ne sais pas pourquoi, le lendemain, j'ai repris la phrase dans son ordre normal, il ne s'est rien passé. Le surlendemain, j'ai repris la phrase dans l'ordre où je l'avais donnée moi, et ils ont ri. Alors j'ai gardé ça pendant 250 fois. Le public vous guide. Il peut vous tromper, mais le public vous guide. Le public est un très grand maître, en réalité, parce qu'une pièce, c'est une stratégie élaborée par des répétitions. Et puis, on propose cette chose-là. Je parlais du bateau, c'est vrai, le bateau se lance sur l'eau, il flotte ou il ne flotte pas. Mais il y a tout de même des remorqueurs, si vous voulez, qui aident le bateau à flotter quand il entre dans une rade. Eh bien, c'est un peu la même chose. Nous proposons, nous ouvrons la main en leur disant, voilà ce que nous vous proposons. Et ils entrent dans notre main. Et c'est quand les mains se sont jointes que les choses ont lieu. Et le public vous apprend des choses par son silence ou au contraire par son manque d'intérêt. Et il faut tenir compte de ces réactions. Quelquefois, une place vous permet de mieux affirmer une réplique, alors qu'une place définie par la répétition ne vous permettait pas de le faire. Et ce sont ces stratégies-là qui se modifient à l'usage et devant le public. Et c'est la petite joie du soir. C'est ça que nous apprend le public. Par son silence ou par sa réaction, ou par son absence de réaction, à modifier des petites stratégies. C'est pas, on ne modifie pas, on ne change pas des choses énormes, mais des petites attitudes et des manières de sortir une réplique. Question qui sera peut-être d'ailleurs l'une des dernières, puisqu'il faut quand même garder un petit peu de temps pour les dédicaces. Monsieur. Monsieur Piat, vous n'avez Oui. pas évoqué les décors. Je voudrais savoir si vous jouez avec plaisir sur certaines scènes dont le dénouement est quelquefois très désagréable pour les spectateurs. Tout dépend des... Oui, je comprends ça. Tout dépend des choses. Si vous voulez, le décor, pour moi, c'est un peu l'appartement que nous allons occuper. C'est le lieu où on va pouvoir exprimer une action dramatique quelconque, qu'elle soit drôle, qu'elle soit émouvante, qu'elle soit X ou Y. Mais c'est indispensable, un décor. Cela dit, on fait de moins en moins, si je puis dire, appel au décor, on fait de plus en plus appel à une stylisation. Souvent pour des raisons d'ailleurs d'exigence culturelle,
d'imaginaire qu'on oblige le spectateur à... Il y a une espèce comment vous dire, une espèce de territoire d'imaginaire à quoi on oblige le spectateur à s'intéresser. Donc il peut arriver quelquefois que vous ayez une espèce de dépouillement, tout dépend du répertoire qu'on vous propose. Il est certain qu'une tragédie n'a pas toujours besoin d'une colonne grecque, elle peut se jouer sur un plateau nu. Dans les théâtres grecs du passé, il n'y avait pas grand-chose comme décor. Il est certain aussi qu'une comédie qui représente les problèmes de notre temps a besoin d'un décor, etc. Il est certain que, par exemple, la pièce que je joue, s'il n'y avait pas cette église, ce serait embêtant. S'il n'y avait pas le bureau du prêtre, ce serait embêtant. Mais on l'a joué en plein air, il n'y avait pas d'église, on avait stylisé une église par un apport de sièges, d'une croix dans le lointain, une espèce de rosace qu'on s'amusait à découper sur les murs. Donc on arrivait à créer par l'imaginaire et en sollicitant l'imaginaire du public, on arrivait à créer un lieu quand même. Tout dépend de ce qu'on a à proposer. Madame, question qui sera la dernière, avant de laisser Madame Claudine Lefebvre, qui est présidente de commission au Conseil général, apporter la conclusion. Dans son livre, Jacques Charon, dans Moi un comédien, raconte les farces que se font les acteurs entre eux sur scène. À vous voir, je pense que vous avez dû en faire quelques-uns, Jules. Non, j'ai l'air comme ça, mais je ne suis pas du tout blagueur, non. Non. Il y a des accidents, si vous voulez, qui font... D'ailleurs, Charon parlait plus d'accidents que de farces, parce que nous étions relativement sérieux et il y avait un certain Robert Hirsch qui n'aimait pas du tout les blagues. Mais en revanche, il lui est arrivé un jour une chose très amusante. On jouait le sexe faible et Robert se maquillait beaucoup. À cette époque-là, on se maquillait encore beaucoup, surtout au théâtre français. Et comme Robert Hirsch mettait beaucoup de rimel et qu'il se fatiguait beaucoup et qu'il transpirait beaucoup, le rimel coulait dans ses yeux. Et moi, je jouais une scène en face de lui. Nous étions tous les deux face à face. Et je le regardais pendant qu'il était en train de débiter une grande tirade de cette pièce du sexe faible. Et je me disais, dans quelques secondes, ça va être la Moreno dans La Folle de Chaillot. Et j'ai eu tort de me dire ça, parce que ça a dû lui suggérer quelque chose. Il s'est retourné dos au public, il a fait un geste pour essuyer la transpiration. Et là, c'était vraiment Moreno dans La Folle de Chaillot. Alors, je l'ai regardé, j'ai commencé à éclater de rire. Il a compris pourquoi je riais, il s'est mis à rire, le public s'est mis à rire de notre rire. Et par conséquent, il y a eu là 1 minute et demie fantastique où on essayait à 3 reprises de reprendre le texte et à chaque fois on faisait, et alors hop, ça y est, ça repartait, lui aussi, le public aussi, et ça a vraiment duré 1 minute et demie, et c'est très long 1 minute et demie au théâtre, mais c'était pas des blagues, c'était des accidents de scène, si vous voulez, mais je me les rappelle encore, enfin je me rappelle encore celui-là en tout cas. Merci Mais beaucoup. des blagues non, un jour on m'a une dernière du tournant comme ça. J'avais des choses à décrocher, des vêtements à décrocher dans le décor. On avait tout cousu sur les cintres. Ça m'a agacé horriblement. Parce que les gens ne riaient pas. J'étais très embêté. Ils voyaient un acteur embêté, mais ça ne les faisait pas rire du tout. Tandis que l'histoire de Moreno et de Robert Hirsch, ça, ils ont hurlé de rire parce qu'ils voyaient la cause de mon hilarité. Quand le public sait pourquoi nous rions, il n'y a pas de problème. Quand il ne sait pas, ça l'agace. Et il a raison. Voilà. Merci. Je vous laisse le mot de la fin. J'avais une conférence toute prête, je vous la ferai la prochaine fois. Monsieur Pia, je voudrais vous dire combien en si peu de temps, car c'est un temps qui nous a paru très court, vous avez su nous transmettre avec beaucoup de simplicité, beaucoup de gentillesse, votre passion pour le théâtre. Et j'ai été très sensible au fait que vous avez rapproché le théâtre d'une... ce que j'appelle, moi, en tant que présidente de la Commission des affaires sociales, d'une insertion dans la société. Et là, je dois apprécier que vous ayez dit que le théâtre pouvait révéler les gens, des jeunes
qui aujourd'hui sont un petit peu perdus dans cette société si difficile. Et j'y suis d'autant plus sensible qu'avec notre président François Fillon, nous aidons au niveau du Conseil général, dans le cadre du RMI, le revenu minimum d'insertion, des associations qui prennent au sein de leur association, au niveau du théâtre, des jeunes à qui ils apprennent ne serait-ce que la manière de s'exprimer, de se déplacer, ce qui leur donne déjà une assurance dans cette société que je dis difficile. Et je suis sensible que vous l'ayez noté. C'est en effet comme le sport, et là encore, en 3 mots, à mon tour, est-ce que je peux vous dire merci Jean-Pierre? Oh, mais très volontiers.